Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question du jardin en mouvement. Je vais expliquer ce que c'est à peu près que le jardin en mouvement, mais plutôt faire son historique. Et avant de faire cet historique, dire sur quoi s'appuie exactement cette question-là du mouvement pardon, à propos de jardin. Comme je l'ai indiqué dans la leçon introductive, la prééminence du vivant dans tout mon travail et ma réflexion, c'est vraiment quelque chose de très important, et c'est ce qui oriente à peu près la totalité de ma façon de faire, mais aussi la totalité de la façon de faire pour d'autres personnes, en particulier d'ailleurs pour ceux qui ont la charge de l'entretien. Je disais qu'un jardin, on sait quand il commence, on ne sait pas quand il finit, contrairement à un bâtiment, et toute son évolution dans le temps dépend donc de celui qui s'en occupe. Il peut changer complètement. Quand je dis jardin, vous l'avez sans doute déjà compris, j'englobe la totalité de ce qui est constitué à partir du monde vivant et dont les hommes s'occupent. Alors, ce terme, le jardin en mouvement, il arrive à un moment où je me trouve au bout d'une première expérimentation sur un jardin que je vais montrer, qui est mon terrain d'expérience, et où il avait fallu, de mon point de vue, trouver un terme correct pour le qualifier et l'enseigner auprès des étudiants à Versailles, ou bien dans d'autres établissements. Il procède, et c'est purement empirique au départ, même si c'est théorisé par la suite, il procède véritablement d'une expérience de terrain, et il est lié énormément à la connaissance du vivant, à sa reconnaissance, à son observation dans le temps, et au fond, à un certain mode de jardinage. Alors, avant de rentrer complètement dans la question de ce jardin en mouvement, je voudrais aborder un point essentiel qui a à voir avec le comportement. S'il y a mouvement, c'est qu'il y a un changement, un déplacement physique, d'ailleurs ça vient véritablement de ça, pas uniquement un changement qui est dû aux saisons, mais un changement important, général, qui est tributaire du comportement de chaque individu, chaque être particulièrement. Il se trouve que tout à fait à la fin plutôt au début déjà, excusez-moi, du XIXe siècle, Humboldt, parce que je voulais parler de Ronquière, mais Humboldt avant Ronquière avait imaginé de faire rentrer l'ensemble des êtres vivants, surtout végétaux, puisqu'il s'était beaucoup intéressé à cette question-là, même s'il avait une grande amplitude, et il travaillait particulièrement avec Bonpland, qu'il avait emmené dans tous ses voyages, notamment en Amérique du Sud. Il avait eu donc l'idée de les ranger dans plusieurs catégories comportementales. Puis c'est resté en plan, ce genre de réflexion, jusqu'à ce que Ronquière, alors lui, au début du XXe siècle, établisse une classification particulière qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Il y a des commentaires qu'on peut faire sur cette classification. Personnellement, je la trouve extrêmement intéressante et elle est très importante pour la compréhension du jardin en mouvement. Ronquière avait imaginé qu'on pouvait ranger la totalité du monde végétal lui, il met 6 catégories, moi j'en mets 5. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Un nombre très petit de catégories comportementales, en prenant pour critère d'observation la résistance à la difficulté. La résistance, par exemple, à la période où il fait trop froid pour les climats qui sont les nôtres. C'est ça, la difficulté. La résistance à la période où il fait trop sec et trop chaud. C'est le cas de plantes qui vivent dans des régions où il fait sec et chaud à la fois. Bref, il établit comme ça un certain nombre de critères, disant comment dorment les plantes, comment s'arrangent-elles pour résister au grand gel, etc. Et il aboutit à ces termes qui s'appellent, le premier le voici, phanérophyte,
chamaéphytes, je vais les expliquer les uns après les autres. Et tous ont quelque chose à voir en ce qui nous concerne. Prenons notre région du monde, avec le temps où les végétaux commencent, et ça vient d'arriver avec l'automne, à s'arrêter, disons, de végéter au sens le plus fort. Mais en réalité, ils sont toujours là et toujours vivants, ils échangent toujours, mais avec un rythme extrêmement ralenti. Et tous les arbres, par exemple, ont, par économie, et j'en parlais la dernière fois, perdu tout leur feuillage pour éviter de se mettre en difficulté, en ce qui concerne les plantes à feuillage caduc, par exemple. Mais lui dit, voilà, ces plantes-là, peut-être baisser un peu la lumière, ces plantes-là, les phanérophytes, sont des plantes qui, de toutes les façons, sont grandes. Elles ont une certaine altitude, un certain niveau, une certaine dimension au-dessus du niveau du sol. De toutes les façons, elles dépassent 50 cm. Les 50 cm qu'ils fixent, d'ailleurs, c'est une moyenne ou c'est quelque chose aussi que l'on peut rediscuter car ça dépend dans quel genre de climat on se trouve, mais c'est lié au froid et à la neige. Là, on est tout à fait au-dessus. Il ne peut pas neiger une épaisseur, par exemple, de 20 ou 20 mètres ou plus, qui est la hauteur d'un arbre, ou 30 mètres. Ça n'existe pas. Pas sur une région. Pas là où il y a des arbres. Et par conséquent, cet arbre-là, dans sa période hivernale, va exposer ses bourgeons à un très grand froid. Il appelle ça les phanérophytes. Ce sont les plantes très visibles. Et pour nous, ça a un sens particulier. Celles qui vont aussi construire l'architecture. Le deuxième type qu'il nomme, ce sont au contraire des plantes naines. Elles sont visibles aussi, bien entendu. Elles ont une présence parce qu'elles sont ligneuses, de même que les arbres et les lianes, car je n'ai pas mis tout dans les phanérophytes, il y a des arbrisseaux, c'est-à-dire des grands arbustes, mais aussi des lianes. Les chamaéphytes, ça signifie, phanéro veut dire visible, chamaé veut dire nain, donc petit, donc ce sont des plantes tout à fait modestes, qui précisément, elles, ne dépassent pas ou peu 50 cm. Là-dedans, on peut faire rentrer, pour donner un exemple, une bruyère serait considérée comme un chaméphite, une plante sous-ligneuse qui, l'hiver, peut être protégée complètement par la neige. Étant protégée par la neige, cette plante-là, en période difficile, où elle s'arrête de végéter, ne s'expose pas au grand froid. Et donc, elle est protégée. C'est-à-dire que les plantes petites sont protégées, et ça explique aussi, c'est une très bonne explication, de la fragilité des plantes qui vivent dans des endroits où il neige beaucoup quand on les déplace et qu'on les met dans des zones climatiques où, justement, la neige n'apparaît pas, mais les froids sont là. Et celles-là, elles ne résistent pas. Parce qu'elles ont l'habitude de vivre à 0 degré. Sous la neige, il fait 0 degré. Donc il dit, voilà, il y a cette autre catégorie-là, les chamaéphytes. Et puis, là, on change, et c'est important, de registre, je dirais même de registre à la fois plastique et architectural, les plantes qui sont plutôt herbacées, celles-ci, cette fois-ci, donc on n'est plus avec des plantes qui vont apparaître constamment, de façon présente en toute saison. Les plantes herbacées, l'hiver, elles disparaissent. Pas forcément totalement, mais elles disparaissent. Là, il met des catégories. Hémicryptophyte signifie à moitié caché. Ça veut dire que pendant toute la période où elles végètent et où on les voit, elles sont à moitié visibles. Il y a toute une partie qui est souterraine. C'est justement là qui est important, c'est le point entre ce qui est sous la terre et ce qui apparaît et que l'on voit. Et en période hivernale, eh bien, il ne reste plus qu'un bourgeon qui est au niveau de la terre et qui, lui, va être protégé par les feuilles mortes, par la neige, tout ce qui peut arriver dessus, quelquefois même une simple poussière, il y en a beaucoup qui tombent, peut servir de protection. Et donc, forcément, cette plante-là a mis au point un dispositif qui la soustrait à la difficulté pendant la période difficile. Et puis, il y a quelque chose d'encore plus étonnant. Ce sont des plantes qui, en plus, là vous voyez le bourgeon qu'on a vu ici, il est en somme à la surface du sol. Ces plantes qui, en plus de se trouver dans une situation, disons, protégées, vont s'enfoncer dans le sol, être protégées par une épaisseur de terre, ce sont les géophytes ou les cryptophytes, c'est-à-dire les plantes cachées, vraiment cachées. Et d'ailleurs, parmi elles, il y en a qu'on voit très 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 peu de temps.
Au moment où elles apparaissent pour fleurir, elles font aussi un feuillage. Elles se régénèrent pendant un certain temps pour refabriquer un bulbe qui est une réserve. Et puis, elles disparaissent. Ce sont des plantes extraordinaires du point de vue événementiel. Elles ont beaucoup d'importance pour nous, parce qu'on met un bulbe en terre, on l'oublie, on ne sait plus où il est, et tout à coup, il apparaît à moi. Ah oui, c'est vrai, et puis il redisparaît à nouveau. Donc il y a la période d'apparition qui est extrêmement courte. Plante extrêmement bien protégée. Le bourgeon, cette fois-ci, il est à ce niveau-là, souvent, comme par exemple au milieu d'un oignon, si vous voulez. Donc vraiment très protégé. Il peut faire très froid. Les plantes originaires de zones extrêmement continentales, comme l'Anatolie, par exemple, qui ont des grands froids et des grandes chaleurs, il y a une certaine richesse en géophytes dans ces pays-là. Enfin, il y a une dernière catégorie, pour moi c'est la dernière catégorie, qui est extraordinaire, ce sont les thérophytes. Et ça rejoint une partie de la conclusion que je donnais dans la séance inaugurale. Les thérophytes sont des plantes qui n'ont absolument aucune capacité à passer l'hiver, ou la mauvaise saison, disons. La mauvaise saison, ça peut être l'été. Ça peut être pour les plantes qui vivent dans le désert, des périodes extrêmement longues pendant lesquelles il fait sec, il n'y a pas une goutte d'eau qui tombe. Eh bien, ces plantes-là n'ont qu'une ressource, c'est d'assurer leur pérennité par la graine. Toutes celles qu'on a vues précédemment assurent leur pérennité par la graine aussi, bien sûr, car toutes se reproduisent, et c'est très important, puisque c'est là la source de la nouveauté. L'hybridation, c'est l'invention. Mais elles ont capacité à vivre végétativement, c'est-à-dire à rester en terre et même à se multiplier par le système végétatif. Là, il n'y a aucune autre possibilité que la graine. Donc la graine tombe au sol, et cette graine, elle sera forcément, parce qu'elle est souvent très petite, protégée par toutes sortes de systèmes, protégée de la dessiccation, protégée du froid, protégée. Pas forcément des prédateurs, il y a beaucoup d'animaux sur qui se nourrissent de ça. Mais là se trouve un concentré de vie qui peut résister, et pendant très très longtemps, à des conditions difficiles. Jusqu'à ce que les conditions soient bonnes, la graine se mettra en réserve, en sommeil. Et quand les conditions seront bonnes enfin, là, elle pourra pousser, germer, se développer. Ces thérophytes, pour moi, elles ont beaucoup d'importance parce que vous comprenez bien que par rapport à la question du mouvement, elles jouent un rôle particulier. Elles sont, disons, prioritaires dans le mode de gestion du jardin qui prend en compte le mouvement parce que précisément, elles se déplacent physiquement sur le terrain d'une saison à l'autre, quelquefois 2 fois dans la même saison, avec bien plus de rapidité que toutes les autres, qui sont généralement stables au même endroit pendant longtemps. Une plante vivace, les hémicryptophytes sont considérés comme, on dit ça, les plantes vivaces, ça veut dire qu'elles vivent toujours à peu près au même endroit. On voit la touffe de plantes vivaces, herbacées, grossir d'année en année, puis c'est tout. Mais on ne la voit pas tout à coup apparaître, ou c'est très rare, et ça ne se passerait alors que par la graine, qui est toujours possible, à 2, 3, 5 mètres plus loin. Et c'est solidaire du pied d'origine, ou alors c'est un mode de reproduction sexuée. Il se trouve que dans cette catégorie-là, ces terminologies plutôt, excusez-moi, je reviendrai à l'ultime catégorie de Rankier un petit peu plus tard, sont toujours utilisées aujourd'hui. On vient de faire un relevé, vous voyez, c'est un relevé qui est très récent, hein, qui s'est fait, les dates sont ici, en 2011. Les botanistes d'aujourd'hui continuent d'utiliser cette terminologie mise au point par Rankier, début du XXe siècle, parce que ça donne tout de suite un comportement. Parmi les thérophytes, moi je range dans les thérophytes une catégorie que les scientifiques mettent un peu à part, qui s'appelle les bisannuelles, parce que les bisannuelles ont un comportement double. Il y a un moment où elles sont comme des hémicryptophytes, ça c'est parce que c'est pendant, par exemple, une graine de molène, qui est une plante bisannuelle, va germer avant les grands froids, va pousser et passer l'hiver au stade de rosette et ne lever sa dormance du bourgeon floral qu'au début du printemps et fleurir au printemps suivant. Elle aura franchi la mauvaise saison. Alors on dit elle est bisannuelle, ce qui n'est absolument pas vrai. Elle n'est même pas annuelle. Vous voyez, elle est née en septembre et elle va disparaître en juin ou juillet.
Mais, donc ça ne fait pas 1 an. Mais elle est sur 2 années de vie, de végétation, avec un moment de sommeil. Mais ce moment n'est pas complètement en sommeil, ce n'est pas le stade de rosette. Donc, d'abord hémicryptophyte, puis finit quand même à être thérophyte. À la fin, cette plante-là, elle meurt après avoir fait les graines. Pour moi, une plante qui meurt après avoir fait les graines, elle a un comportement, quand c'est une plante herbacée, en particulier un comportement thérophytique qui va dans la dynamique du jardin en mouvement en priorité. Donc je la range dans une thérophyte. Voilà, ça c'est mon choix, si vous voulez. Alors quelques exemples de ces plantes-là, qui meurent après avoir fait leurs graines. Ça c'est une bisannuelle, c'est l'onagre, qui vient d'Amérique. C'est l'Enothera biennis, mais il y en a une autre qui s'appelle Erythrocephala, que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi, mais elle fleurit un peu avant. Et elle s'appelait Lamarckiana. Comme je dois beaucoup à Lamarck, nous devons tous beaucoup à Lamarck, je cite ça. La digitale est une plante qui est une bisannuelle qui est très vagabonde, et non seulement ça, mais cosmopolite. Ici, elle est prise dans un milieu qui est en train de s'enfricher au Chili, donc on est très loin de son origine géographique, une plante européenne. Voilà une nigelle qui est une plante qui va un petit peu comme avec les coquelicots, les bleuets et d'autres, en rapport direct avec les moissons, vous savez qu'on appelle les plantes messicoles, qui sont toutes des thérophytes ou presque, c'est-à-dire qui profitent d'un sol qui est retourné pour pousser, fleurir et qui disparaissent assez vite, mais leurs graines sont là. Ces plantes ont presque toutes disparu des moissons pour les raisons que vous imaginez, puisqu'elles sont évidemment... les terres sont stérilisées d'une façon absolument tragique. C'est ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. On se demande ce que c'est que cette convention. Mais enfin, alors toute cette diversité, c'est un petit détail. Cette diversité-là n'est pas très nombreuse, mais elle est très mal représentée désormais. Ça, c'est de la bisannuelle dont j'évoquais le nom tout à l'heure, une molène. Celle-ci, c'est Myrapascum flocosus, à l'île de la Réunion, tout à fait au sommet, qui est un sommet européen aujourd'hui. Compte tenu des zones climatiques, on pourrait dire en plateau, au fur et à mesure qu'on quitte la mer pour se retrouver au sommet, on arrive par le brassage planétaire à avoir un paysage semi-européen tout à fait en haut de la route du Maïdo. Avec leurs prédateurs, chaque fois, sur ces bisannuelles. Celle-ci est intéressante, hein, c'est un Dipsacus, un cardère. Voilà, toutes ces plantes-là donc, ont un comportement à la fois de bisannuelles, donc thérophytique, mais aussi de pionnières. Et d'ailleurs, presque toutes ces plantes à cycle court sont des plantes qui vont aller s'installer sur des milieux ouverts. Et parmi ces milieux ouverts, on fait un petit accident de terrain, en quelque sorte. Une machine est passée, ça peut être une machine violente, ça peut être une machine douce. Bref, il y a une blessure, et sur cette cicatrice, tout de suite, quelque chose va venir. Je ne parle pas des bactéries qu'on ne voit pas, elles viennent aussi, bien sûr, énormément, mais toutes sortes d'autres organismes, et les pionnières, les plantes pionnières. Les plantes à cycle court sont de préférence des plantes pionnières, et parmi elles, on trouve de très nombreuses exogènes. C'est la raison pour laquelle nous, très violemment, ouvrant le sol sans faire très attention, faisons venir énormément d'exogènes qui trouvent là une opportunité. Et quand on se plaint en disant cette plante, elle arrive d'ailleurs, il faut l'éradiquer, oui, mais enfin, on l'a fait venir. On l'a invité. On a mis en route tout le mécanisme. D'ailleurs, en fait, ce n'est pas très grave. Hein. Il y aura des réponses du milieu, comme j'ai déjà évoqué. Donc voilà ces catégories rassemblées. Et ce dessin montre quelque chose qui est, j'ai mis un pointillé ici, deux ensembles. L'un qui va être plutôt dans le registre de la structure du jardin, c'est-à-dire qui va contribuer à sa lecture architecturale dans le temps, y compris en période hivernale. Un autre qui, au contraire, va plutôt appartenir à la série des événements, la succession des floraisons, des textures, des feuillages, etc. Mais en ce qui concerne la diversité, c'est-à-dire le nombre des espèces qui sont des ligneux, qui sont des herbacées, alors là, il est important de savoir que dans la région que nous vivons ici, le nombre d'espèces ligneuses est assez faible par rapport à celui que l'on peut rencontrer sous la couronne tropicale, vous voyez, entre les tropiques. Là, il est immensément grand. Un très beau rapport là-dessus de Francis Allais qui montre comment, si vous prenez un carré de 100 mètres par 100 mètres, dans une forêt française ou dans une forêt tropicale, ici vous allez avoir 5 espèces ou 10 et là-bas vous en aurez 200. Enfin, c'est absolument pas du tout, ça n'a rien à voir. Et le jardin
d'un point de vue de sa richesse et de son animation, si chez nous il est par terre, au niveau du sol, parce qu'il est très bien représenté dans la strate herbacée, eh bien, sous les tropiques, il est en l'air. Et qu'il faudrait, si on voulait faire un jardin correct et intéressant sur le plan de l'exploration de la diversité, de l'étonnement, de tout ce qu'on veut, il faudrait, sous les tropiques, faire quelque chose qui soit suspendu. C'est pas commode, hein, mais ce serait la meilleure façon, plutôt que de travailler le sol. Donc pour nous, ces notions ont énormément d'importance. Et enfin, alors, Ranker, lui, ajoutait les hydrophytes. Là, je ne comprends pas pourquoi, parce que parmi les hydrophytes, on rencontre tous les autres types, en réalité. Sauf que certaines fois, les bourgeons vont aller dormir au fond de l'eau, donc on n'est plus dans la terre. Mais enfin, dans la terre, on est dans l'eau. Ici aussi, d'ailleurs. On ne voit pas qu'on est dans l'eau. Mais on y est. C'est-à-dire que nous respirons un air qui est chargé d'eau. De toute façon, l'eau est partout, pas tout à fait avec la même densité, la même expression. Mais nous nageons dans le même bain. C'est une affaire entendue, mais physiquement, c'est une réalité. Il suffirait d'avoir une baisse de la température, nous exhalons de l'eau tous, et un point de condensation sur une poussière, il y en a sûrement, et on verrait le brouillard. Nous sommes dans l'eau. Donc je ne vois pas la raison qui ferait qu'avec l'eau, on changerait et on aurait un type supplémentaire qui serait les plantes d'eau. Non, on a des arbres qui poussent dans l'eau. Les taxodiums, les saules chez nous sont à la limite des hydrophytes, mais il y a des arbres qui sont véritablement dans l'eau. Et puis tous les autres types existent. Donc moi, je ne m'en sers pas, si vous voulez, de cette catégorie-là. Alors le deuxième point, après les types biologiques des Ranker, c'est les friches. La dynamique de la friche. Chez nous, évidemment, ça part généralement d'un sol qui a été... Le friche est un mot dévalorisé. D'un sol qui a été abandonné, sur lequel on a pu faire quelque chose, tirer un parti, et on n'en tire plus, donc c'est quelque chose qui est de l'ordre de la déréliction, de l'abandon, de la perte de pouvoir de l'homme sur l'espace, etc. En réalité, il y a tout un enrichissement floristique et faunistique qui se fait immédiatement à partir d'un sol comme celui-ci. Puis, rapidement, il se complexifie au fur et à mesure des années, et au bout d'un moment, on voit que la friche, qu'on appelle la friche armée, on voit des épineux qui apparaissent. Et ces épineux, alors déjà, on a quitté la strate herbacée, on arrive avec les épineux, la plupart du temps dans des ligneux, avec l'autre vocabulaire, celui des phanérophytes ou des chamaéphytes. Et puis au bout d'un moment, les arbres poussent à la faveur des épineux pour la raison qu'ils se sont mis en protection. La friche armée sert à protéger, ou en tout cas c'est un de ses rôles, de la prédation. Vous voyez, les lièvres, les lapins, les chevreuils surtout, qui tournent autour des écorces des ligneux et qui les font mourir ou qui les mettent en péril. Et la forêt naît de ce roncier énorme qui peut être aussi fabriqué d'ailleurs de tout à fait d'autres choses que des ronces. Des épines noires jouent un rôle très important dans ce domaine-là aussi. Bref, on arrive au bout, admettons, d'une quarantaine d'années à une véritable forêt, mais quand on a un stade qui est situé entre 7 et 14 années d'abandon d'un terrain, on a une richesse floristique absolue. Ça veut dire on a la richesse de l'orée, c'est ce qu'il y a de plus riche, parce qu'on est à la confrontation de tous les milieux, de la lumière et de l'ombre, la richesse des arbrisseaux, la richesse floristique bien sûr des grands arbres, la richesse floristique de toutes les espèces herbacées, et il y a encore beaucoup d'héliophiles, c'est-à-dire de plantes qui sont éclairées. Après, ça se ferme complètement. Admettons qu'on n'intervienne pas, là, ça se ferme complètement. Dans le jardin en mouvement, mais presque tous les jardins, mais plus dans celui-ci, il y a évidemment un travail au fil du temps d'équilibrage entre l'ombre et la lumière qui demande une certaine connaissance de tout ce que nous venons de voir là. On a repéré ce qui va finalement avec une croissance très vite fermée ou au contraire ce qui va rester stable au niveau du sol. Mise en plan sur un terrain qui sera donc celui sur lequel j'ai travaillé, c'est une représentation de ce terrain-là. Au départ, une friche réellement riche, ça c'était un avantage, qui avait justement un abandon de l'ordre d'une quinzaine d'années, avec dans la partie la plus basse, là c'est la partie la plus haute, c'est la partie la plus basse, et ici il y a un ruisseau, bien plus d'herbes, à cause de l'humidité d'ailleurs, que la partie plus sèche où arrivait plus de ligneux. Donc on voit simplement comment, en s'installant sur ce terrain-là,
il y a un mode de gestion qui arrive et qui préserve certaines espèces. Les points noirs que vous voyez là sont juste des ligneux qui restent fixes, eux, tandis que les plantes herbacées font apparaître le mouvement à partir du moment où on commence à s'en occuper en disant je vais réserver ça, je vais peut-être tondre ici, faucher là, là je vais intervenir sur un ligneux, ça va être un travail de taille. Ici, au contraire, je laisse plutôt évoluer en changeant et les formes changent. Elles ne changent pas par hasard, il y a des raisons précises pour lesquelles elles changent. Par exemple, une plante qui arrive de cet ensemble va créer une île ici. C'est une vagabonde, c'est peut-être une bisannuelle, une annuelle, c'est peut-être... Enfin bon, on la réserve. Ça fabrique un paysage différent de celui d'avant. Et ainsi de suite, ce qui fait que tout ici change, l'aspect, le paysage, les proportions, d'une année à l'autre. Le mois d'avril est un mois clé sous nos climats. On intervient sur cette strate en disant qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce qu'on aura reconnu telle ou telle espèce et alors on prend la décision de l'enlever ou de la laisser. Bref, il y a une modification extrêmement forte. C'est ça le jardin en mouvement. C'est la prise en compte d'un déplacement physique qui vient de la dynamique des espèces sur le terrain et qui va donc, par le propre choix de ces espèces, créer des paysages nouveaux tout le temps. Aller contre cette dynamique, c'est compliqué. Aller avec, c'est simple. Moi, je voulais simplifier. Je ne voulais pas, par exemple, que le jardin devienne une sorte de lieu de l'asservissement où il faut tondre en faisant du bruit, faucher, je ne sais pas quoi, pour faire propre sur que nom de quoi, chercher la diversité. De toute façon, j'avais un but au départ. C'était quand même comment conserve-t-on, je connaissais la diversité de ce lieu, une diversité dans le temps, sachant qu'elle est importante pour nous dans le futur, quoi qu'il arrive, mais aussi tout de suite. Alors donc, on fait avec la dynamique. Et ça suppose d'abandonner presque tout ce qu'on nous avait appris, toutes les machines, presque tout, pas toutes. Hein. Il y a obligé de passer quelque... Par exemple, là, forcément, on est intervenu avec une machine qui fait du bruit, tondeuse. Bon. Mais pour isoler cette île de jeunes semences, de jeunes Heracleum montegasianum, c'est le nom de la berce que j'ai déjà signalé la dernière fois, dont voilà les pieds mères, qui étaient des pieds situés dans un massif, entre guillemets. Mais c'est quoi un massif? C'est un endroit où la plante a le droit d'être. Alors elle n'aurait pas le droit d'être là où on passe, parce que là on passe. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Enfin, ça veut dire quoi? Si elle a choisi cet endroit-là, est-ce qu'elle a changé de statut? Est-ce qu'elle devient mauvaise herbe, parce qu'elle a changé de place? Après, non. Donc je la garde. À ce moment-là, je change mon chemin. Et je change mon chemin de place. Donc c'est un jardin où le jardinier suit le déplacement, mais il change son dessin. C'est facile de changer ici parce que on n'est pas avec du béton. On n'a pas imprimé sa marque sur le sol de façon telle que ce soit compliqué à changer. Dans la question du recyclage que j'évoquais, aussi, on peut imaginer que tout ce que l'on met en place, si c'est extrêmement ancré et concret, au sens du mot anglais presque, du bétonné, eh bien, on aura plus de mal, évidemment, à modifier et à suivre les indications données par la dynamique en place. Donc voilà cet Heracleum qui se déplace. Vous voyez, d'abord, elle fleurit, elle transforme l'espace, elle meurt, après, c'est une bisannuelle, elle meurt, c'est donc vraiment une thérophyte, ce statut mixte que je disais, et elle va se ressemer plus loin. Voilà, elle fabrique... Alors, vous voyez l'échelle, c'est une très très grande plante, c'est pour ça qu'elle est très intéressante pour les jardins. Elle transforme l'espace à un point considérable, mais vous pouvez imaginer que un peu plus tard, eh bien, on ne verra plus rien ici, donc ça change très profondément le paysage, évidemment. Voilà l'écosystème que je montrais qui va avec, etc. Alors, il arrive, nous avons là eu un aperçu de la question du mouvement dans le jardin en mouvement à partir d'herbacées chez nous. Si j'ai pris l'Heracleum montegasianum, ça pourrait être une autre plante. Mais il arrive dans ce jardin-là un accident particulier, c'est la chute de l'arbre. Et là aussi, il y a eu beaucoup à apprendre à partir de l'arbre qui tombe. L'arbre tombe, le voilà. Alors c'est un pommier, c'est une vieille diapo scannée, hein, on le voit. Bon, parce qu'il y a longtemps qu'il est tombé. Et cet arbre est toujours vivant. Il y a à peu près 25 à 30 ans, je ne sais plus maintenant. Ce pommier
est en fleurs couchées. Il avait d'ailleurs un tronc avec une forme un petit peu sinusoïde, ce qui probablement l'avait déséquilibré. Mais enfin, on est sur un sol qui est une arène granitique très fragile, et du coup, ça s'explique pourquoi il est tombé en porte-à-faux, il avait un poids d'un côté. Bon, je me dis, après tout, peut-être qu'il est toujours vivant parce qu'une partie importante de ses racines était restée au sol. Toujours vivant. Et il donnait toujours des fleurs et des fruits. Bon. Mais il commençait à se fatiguer, et on le voit un peu sur le houppier les années suivantes. Fallait-il ou pas le tailler, intervenir? Par ailleurs, à cause de son tronc le long du sol, c'était impossible d'intervenir ici avec une machine, d'où une sorte de plage. Et là, petit à petit, j'ai pu voir arriver des espèces qui fleurissaient et qui autrefois n'apparaissaient pas tout simplement parce que la machine passait. C'est-à-dire que l'enrichissement d'une strate herbacée passe par une gestion différenciée de cette strate. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de ce terme-là, de gestion différenciée, pour toutes les strates herbacées. Aujourd'hui, pour des raisons qui sont liées à la fatigue du houppier au bout du pommier, j'ai dû couper et sélectionner l'une des réitérations. Car lorsque un arbre est couché, mais même quand il ne l'est pas, on assiste à des levées de dormance des bourgeons axillaires, et la plupart du temps, ici c'est très spectaculaire parce que c'est à angle droit, enfin ça suit la direction généralement, c'est vertical, voilà, et on se demande si c'est une branche ou un nouvel arbre. C'est un nouvel arbre, c'est un nouveau sujet. C'est un nouvel individu. Les scientifiques, vérifiant les choses, se sont aperçus que l'arbre est une colonie, ce n'est pas un sujet, c'est une colonie, c'est un ensemble. Même dans cet appareillage, il y a des sujets différents. C'est un peu comme un massif corallien, si vous voulez. Mais quand on apprend ça, de toute façon, on ne regarde plus l'arbre comme on le regardait autrefois. On ne le jardine plus de la même façon. On va aller tailler éventuellement une branche qui est fragile, morte, ou qui a quelque chose de particulier, mais on ne se dira pas pour autant que c'est l'arbre qui a la même maladie ou la même affectation. C'est une branche, c'est-à-dire un individu à part. Donc c'est tout à fait nouveau. Là aussi, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des observations scientifiques pour savoir comment on s'engage dans un jardinage du futur, en allant avec, encore une fois, et pas contre. Donc voilà, cet arbre est maintenant à peu près comme ça. Il est un peu plus âgé aujourd'hui. Il redonne toujours des fleurs et toujours des fruits en très grande quantité, sauf qu'il fait un angle droit. Comme ça, les racines sont là. Voilà. Alors ça fait un banc, c'est pas mal non plus. Dans un jardin classique, enfin je veux dire géré de façon classique, disons conventionnelle plutôt, c'est plus adapté, on l'aurait tout de suite éliminé, cet arbre-là, il aurait disparu, hein, évidemment. Donc c'est pour indiquer que même les ligneux, qui apparemment ne sont pas dans la dynamique du mouvement physique, spatialement parlant, sont capables d'apporter avec leur comportement des modifications spatiales très fortes aussi, comme par exemple cet arbre qui est tombé. Ça, c'est une image qui montre simplement le repérage à certains moments de l'année de ce que l'on veut conserver dans la strate herbacée, de ce que l'on veut éliminer. Ça donne lieu à des énormes transformations, y compris plastiquement. Là, l'herbe a séché au soleil, on est vers le mois de fin mai, il a fait chaud, je ne sais pas. Ça change complètement d'aspect. Ça crée une vraie architecture à petit niveau dans la strate herbacée. C'est une prise de position que j'ai généralisée sur toutes sortes d'espèces, en particulier toutes les espèces vagabondes. On l'a vu celle-ci tout à l'heure, à d'autres propos, qui sont, je disais, des paysages européens du Maïdo à La Réunion. Si je montre cette image-là, c'est parce que cette plante qui va faire ses graines et qui va mourir après avoir fait ses graines aura pu germer sur un sol légèrement bouleversé, comme j'expliquais, qui a eu une blessure. Et moi, je ne retourne pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne retournent plus rien. On ne cultive plus en retournant. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas traumatiser la couche suivante du sol qui est très riche, très importante. Mais la taupe retourne. Et alors, elle laisse des traces, des petits labours. Et ça, c'est assez intéressant pour la germination d'espèces qui ne pourraient pas germer dans des sols complètement fermés, parce que très tondus, parce que comme des feutres. Et alors donc, ça va maintenir une certaine diversité, en particulier de ces plantes qui sont des bisannuelles, comme la molène, mais le Forbia latiris, les digitales et d'autres espèces. Ça,
Verbascum flocosus au moment de la floraison, c'est très impressionnant, vous voyez. Derrière, il y a Verbascum thapsus, qu'on appelle le bouillon blanc. Aujourd'hui, il y a Blattaria nigra et d'autres qui se promènent dans ce jardin-là. Mais enfin, on peut aller comme ça, à travers toutes les espèces, jusqu'au plus ordinaire, y compris de l'herbe. Ça, c'est un lolium, qui est allé s'installer dans un endroit où rien ne devait pousser. C'était un feu, il y avait eu un feu, donc il y a de la cendre. C'est très toxique, c'est très chargé en potasse, et trop. Donc la plupart du temps, ce sont des mousses qui viennent s'installer dessus, des mousses qui vivent bien là-dessus, des funiculaires. Puis après, éventuellement, en se dégradant, en se lessivant plutôt, arrivent d'autres espèces. Là, un lolium s'était mis en scène tout seul, une herbe vraiment ordinaire, sauf qu'elle était différente de tout le reste, donc elle apparaissait en star, si vous voulez. Dans ce jardin, là, je montre son évolution à partir de la chute de l'arbre, qui n'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure, un arbre qui est mort en tombant. Il est mort complètement parce qu'il a été complètement déraciné. La photo est prise du haut de cet arbre-là, c'est un grand chêne. Il était hors de question de le laisser en espérant qu'il pourrait revivre. On peut laisser les troncs d'arbres pour d'autres raisons. Ça donne de la nourriture aux xylophages dans les forêts, mais là, je ne pouvais pas. Bon. Donc ça donne surtout l'esprit d'un jardin qui est plutôt en situation d'immersion, j'ai parlé aussi de ça, et puis de diversité d'entretien. On voit qu'il y a une mainmise, ce sont des points fixes dans ce jardin qui, lui, est en mouvement, et une série d'espèces qui vont se déplacer. Et puis également, ça ne se voit pas bien sur l'image, mais un mélange entre les fleurs indigènes et les fleurs exogènes. Ça, c'est un saule indigène, ça, c'est un charme indigène, ça, c'est un chêne indigène, et tout le reste est très varié. L'arbre tombe. L'arbre tombe, il y avait au pied cette grande graminée, Stipa gigantea, et arrive un paysage tout soudain. Ça, c'est la photo prise au printemps suivant, il est tombé à Noël. Dans cet emplacement-là, c'est-à-dire qu'au sol, il y avait, comme dans un désert dont je parlais à propos des thérophytes, où les graines attendent l'opportunité, il y avait des graines qui attendaient le moment où elles pourraient germer. Car sinon, il ne se serait pas, Euphorbia coralloides ne serait jamais venue là. Elle existait quelque part, mais c'était ressemé, travail des fourmis, très important, qui arrivent là. Bon, il y avait un foyer. Elle a disparu, ça y est, c'est fini aujourd'hui, ces vagabondes sont partis à un autre endroit, il y a d'autres espèces. Mais enfin, bon, travail de jardinier là. Reconnaître le jeune semis de ces espèces nouvelles. Les mettre, les garder. Donc, un petit désherbage quand même. Il n'y a pas rien à faire. Il y a quelque chose qui juste va préserver ces espèces que l'on veut conserver. Et ça m'a fabriqué un jardin pareil pour les Escoldia. Je voulais faire un escalier là, impossible. Je me suis dit non, le jardin est arrivé, c'est trop important. Il avait choisi son emplacement. C'est devenu quelque chose de très différent. Les euphorbias sont partis, les juliennes sont arrivées. Il y a un mélange ici, il y a aussi avec des marguerites. Tout ça se succède dans le temps. Il y a donc un véritable changement en fonction alors de plein de critères, du travail de la taupe, mais du régime des pluies. Le canthème arrive quand il fait sec et il s'installe pour un certain temps, puis disparaissent à nouveau, et ainsi de suite. Donc ça donne ces changements-là. Sur une image comme celle-ci, on voit une bisannuelle, ça devient vivace, et le canthème arrivant quand même par elle-même, une autre bisannuelle très importante, la julienne. Pardon, très importante dans ce jardin-là. Donc voilà ces choses qui nous sont données d'une façon gratuite, offerte. Le temps passé dessus par le jardinier, on ne le compte pas. Parce que ce n'est pas ça qui est important, bien sûr. Voilà, donc c'est un repérage au départ, dans l'évolution de ce paysage, et aujourd'hui ça a complètement changé. Et ce genre de photo est synthétique par rapport à l'idée d'un jardin en mouvement qui est donc un laboratoire, où on a une exotique qui se voit tout de suite à l'œil nu, hein, c'est une énorme plante, Gunera du Chili, une indigène, c'est une berce indigène locale, comme les digitales, des éléments taillés, je le disais, et puis tout ça est quand même complètement changeant. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est que ce genre de jardin n'est pas dessinable. Si vous voyez là un dessin, c'est parce qu'on me l'a demandé pour une publication. Donc il fallait le faire, mais je le fais après. C'est un dessin qu'on fait a posteriori. Ce n'est pas un dessin qu'on peut mettre d'abord
avant en disant voilà ce qu'il faut que vous réalisiez, vous, l'entreprise, par exemple. Une question à laquelle on est confronté absolument tout le temps. Ça ne peut se faire, ce dessin-là, que sur le terrain. Donc, ça, c'est un relevé a posteriori. Mais au parc André Citroën, où le jardin en mouvement a été installé pour la première fois dans la partie qui est située ici. Il devait être au départ, avec Patrick Berger, nous avions fait la proposition de l'installer exactement sur les 4 hectares du centre. Ça fait très peur, parce qu'on disait c'est une friche, et on intervient sur la friche. On utilisait un mot dévalorisé, disant on va en faire un jardin, qu'on aurait mis en place d'ailleurs depuis zéro, puisqu'il n'y avait rien, on partait d'une friche industrielle avec un terrain stérile. Il fallait tout créer. Mais la ville de Paris a pris peur, a quand même laissé faire l'expérience sur un petit hectare dans un angle, et je leur remercie, parce qu'évidemment, elle a pris ce risque, après tout. Même si à l'époque, on disait, ça ne va pas durer, ça va se transformer en un gazon et puis terminer. Non, pas du tout, ça ne s'est pas transformé en un gazon. Mais enfin, il a fallu donner une image de ça au départ. Il y a le projet très architectural, et je reviendrai lors d'une leçon sur la question des formes et de la construction dans l'espace. Là, on peut dire qu'on est avec un matériau qui non seulement est un matériau pérenne, la plupart du temps ces végétaux gardent leur feuillage, mais en plus il est réifié, c'est un matériau qui est transformé en objet par la taille sur laquelle on revient constamment, bref, c'est une construction artificiellement maintenue. Et même dans les jardins, disons, de gestion plus traditionnels, comme les jardins sériels, il y a des éléments d'architecture, travail de la limite, mais il y a aussi une gestion qui s'inspire du jardin en mouvement, malgré tout, y compris dans ces lieux qui sont des lieux de gestion plus classiques. Le jardin en mouvement est donc situé dans cette partie-là. Ça, c'est une photo plus récente, vous savez, c'est pris depuis le ballon, puisque maintenant il y a un ballon. Il était prévu pour être une année seulement, ce ballon. Ouais, ça fait un moment qu'il flotte. Et ça, c'est un dessin du concours, c'est-à-dire du moment où nous avons fait la proposition, non pas du concours d'ailleurs, du projet de synthèse avec les deux équipes, l'équipe Provost-Viguier et l'équipe Patrick Berger et moi. Et nous avons donc fait là un projet qui combine nos deux inspirations. Et sur cette partie réservée au jardin en mouvement, il fallait faire une proposition de dessin. Je ne savais pas quoi faire. De toute façon, c'est faux. C'est un dessin faux. Mais il a fallu le faire pour donner une idée, plus un reportage de 8 ans d'expérimentation sur un jardin laboratoire. Sinon, évidemment, rien n'aurait été accepté. Donc ça donnait un peu une idée, mais en réalité, on sait bien que c'est pas du tout comme ça, ou pas vraiment que ça s'est passé. On a commencé par un semis. Alors là, il y a une série de graphiques sur lesquels je passe vite, qui montrent simplement que on n'a pas toujours la chance d'avoir un terrain qui a 14 ans d'abandon, parce que ça, c'est une richesse inouïe. Et ça veut dire que beaucoup d'espèces sont venues s'installer là. Je reviendrai sur cette notion à partir de la notion de tiers-paysage. On peut avoir une page blanche. Et là, que fait-on ? Ce que nous avons fait au parc André Citroën, puisqu'on avait une page blanche, nous avons introduit la terre et quelques espèces concitant des constructions dans l'espace, qui sont notamment des rideaux de bambou et quelques arbres ligneux, et aussi des éléments de la friche armée plantés intentionnellement, comme les rosiers, mais pas forcément des ronces. On n'allait pas forcément mettre des ronces. Donc on fait un semis, la théorie c'est ça, si on part de zéro, on regarde ce qui se passe, et on commence à intervenir au bout d'un certain temps d'observation. Ça peut être une année, ça peut être la deuxième année, c'est pas forcément tout de suite. Là, ne rien faire, dit parfois, souvent, est utile, ne serait-ce que pour observer. Et si on faisait rien longtemps, on aurait juste une forêt, ce qui est utile à tous, en gros. Donc là, on commence à intervenir suivant les modes de gestion qu'on a vus, je ne reviens pas dessus. C'était une série de dessins et de textes qui paraissaient dans une revue littéraire. Ils sont intéressés aussi au jardin en mouvement. Donc voilà, des changements formels, mais qui ne changent pas sur l'esprit. Ce sont des îles avec des formes arrondies. On pourrait tout à fait changer les formes avec tout à fait une autre géométrie. Au parc André Citroën, on a donc commencé par un semis, et ces photos, vous ne les reverrez plus jamais, cet état-là, dans la réalité, je veux dire, sur le terrain, parce que toutes ces plantes ont disparu, toutes les pionnières qui ferment le terrain, et là il y avait énormément de silènes, de plantes à cycle court,
d'escolia, même de soucis, enfin bref, tout ça a disparu. Ça a été remplacé par des plantes vivaces au fil du temps, en passant par quelques bisannuelles ou quelques plantes qui se ressèment très bien pendant plusieurs années, puis au bout d'un moment, le sol étant fermé, disparaissent complètement. Donc ça, c'était le parc André Citroën à peu près au moment de l'ouverture, ou juste un peu avant, parce que très rapidement après, par week-end, il y a 10 à 11 000 visiteurs quand il fait beau, c'est devenu un lieu qui a été aussi, qui a subi une empreinte que nous n'avions pas prévue. Et donc ça a marqué. Et voilà un jardinier, Franck, qui aujourd'hui d'ailleurs a une responsabilité importante sur des gestions d'espaces à gestion différenciée dans le département de l'Essonne, mais il a fait toute son école là-dessus. Et là, il est en train de dessiner. Dessiner avec une machine au lieu de faire avec un crayon. Enfin, il dessine, c'est ça qu'il fait. Il fait son choix entre les espèces qu'il veut garder et celles qu'il veut enlever. Et ce dessin va changer. Pendant 2 ans, je suis venu avec lui et les autres, puisqu'ils étaient plusieurs, pour qu'on ait une petite formation, si vous voulez. Puis ensuite, ils se sont passés la formation les uns les autres. Ils n'avaient plus besoin de moi. Mais le nombre de gens passants a créé, cette empreinte dont je parlais, une sorte de marquage qui, lui, est presque fixe. Parce que les joggeurs joguent toujours au même endroit. Comme ça, voilà. Et donc, ça fait des chemins. Il n'y peut rien. Et ça fait des chemins. Alors là, ça faisait des chemins comme ça, entre les verbascums, les onopordons, les salvias clarea, etc., qui, encore une fois, étant des thérophytes vagabondes, certes, mais enfin, des plantes à cycle court et pionnières, ont presque toutes disparu, pas toutes, elles reviennent parfois, au profit des vivaces. Ça, c'est un moment plus tardif, 2, 3 ans après ou 5 ans après, avec des innules qui sont très présentes, elles sont toujours là d'ailleurs. Et vous voyez ces installations-là qui appartiennent à une strate plus ou moins ligneuse, mais elles étaient mises en place à partir de rien. Donc c'était quelque chose qui permettait de donner une profondeur dans le paysage, dans les temps d'hiver, c'est-à-dire dans les périodes où il n'y a plus rien au niveau du sol. Et on dit, mais c'est quoi? Le jardin en mouvement, c'est de l'herbe. Ben non, c'est plus complexe, évidemment. Donc ça change de forme, d'ambiance aussi, bien sûr, au fur et à mesure des saisons dans ce jardin-là. Et ça peut prendre, avec notamment la friche armée, ça c'est un rosier, mais c'est l'esprit de la friche armée, ça peut prendre une certaine ampleur. Hein. À un moment donné, il va falloir intervenir sur les ligneux, pour pas que ça se referme et que ça devienne un lieu pour uniquement des sciaphiles. Les sciaphiles, c'est les plantes d'ombre, qui sont plus petites en nombre. La diversité des sciaphiles n'est pas aussi importante que celle des héliophiles. Donc voilà des morceaux singuliers de ce jardin en mouvement du parc André Citroën à Paris. Puis l'esprit de ce lieu qui est très libre, où les enfants jouent, les adultes, où les enfants s'installent, il y a des pique-niques, il y a des gens qui font du théâtre, de la musique, etc. Enfin, c'est vraiment un jardin, quoi. Un jardin public, c'est fait pour ça. Voilà. Alors, il y a eu d'autres expériences nombreuses. Excusez-moi, j'ai pas l'heure. Je ne voudrais pas être trop long. Sur le jardin en mouvement, et on voit ici, en dehors du parc André Citroën, une expérience à Molévrier, mais cette fois-ci sur une strate herbacée qui se déploie sur une géométrie complètement tendue et très classique. Ici, au contraire, à Bourges, dans des carrières. C'est un jardin qui exploite des carrières abandonnées. C'est très intéressant. Et ici, dans le domaine du Rayol, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine pour parler du jardin planétaire, une partie seulement, est gérée de cette façon-là. Ça, c'est un exemple qui est un peu hybride entre ce que je disais être partant de la graine, donc une page blanche, on met tout en place, on met une friche en place, on installe une friche, ou au contraire, on bénéficie d'une friche, deuxième cas. Là, c'est un troisième cas, où on avait, sur les talus de la Ficelle, c'est un jardin qui a disparu parce que cette Ficelle, c'est un métro qui va de Ouchy à Lausanne, donc on est au bord du lac Léman, et ça a été aujourd'hui complètement recouvert. Hein. Donc ça n'existe plus, c'était prévu d'ailleurs que ce serait disparaîtrait. Et il était hors de question de labourer pour évidemment semer, mettre en place la fameuse friche à partir des semences, parce qu'on allait, avec l'érosion, retrouver tout sur les rails. Donc il s'agissait juste de faire des trous et de temps en temps installer une plante qui va
elle, se ressemer. Alors ça a été mis en place pendant 7-8 ans à peu près. Hein. Puis après, ça a disparu. Mais les deux exemples très importants de jardins en mouvement qui fonctionnent de façon particulière aujourd'hui l'un se trouve à Lyon, j'ai évoqué cette question jeudi dernier, c'est l'école normale supérieure lettres à Lyon, 5 hectares, dans le quartier de Gerland. Et l'autre est situé du côté de Nantes. Alors celui-ci était dessiné avec Guillaume Geoffroy de Chaume à l'époque, et nous avons fait une proposition où, à partir d'un axe qui est à peu près la plus grande distance, on a une perspective dégagée et deux épaisseurs qui sont autour, qui ménagent une sorte de forme de mandorle, enfin ovale, et tout ça, cette épaisseur-là, c'est un jardin en mouvement tel qu'on vient de le décrire. Tandis qu'au milieu, c'est une gestion différenciée herbacée, c'est-à-dire qu'on n'a que la strate herbacée, on ne laisse pas venir de ligneux. Sinon, ça se refermerait. Donc il y a une clairière qui est systématiquement ménagée dans son centre. Ce jardin-là a été confié à Michel Salmeron, un jardinier, qui n'avait pas l'habitude de jardiner de cette façon, et qui a appris, et aussi nous a appris. Ça veut dire qu'il a introduit des nouveaux modes de gestion, et il a fait un travail remarquable. Donc on voit, au bout d'un certain temps, après son installation, excusez-moi. Voilà. Comment les arbres, les arbustes et les strates herbacées, les plantes vivaces, bulbeuses, etc., qui sont à l'intérieur et qui couvrent le sol complètement, se sont développés, et comment, au contraire, ici, à part quelques arbres, là, tout est fauché ou tendu. Ça, c'est l'espace tendu pour rassurer. Ça rassure. Bon. Éventuellement, pour qu'on joue au foot. Ce sont des étudiants, il y a 1000 étudiants là-dedans, ils ne jouent pas beaucoup au foot, mais enfin ils pourraient. Ils jouent à plein d'autres choses, hein, cela dit. Et deux espaces qui sont fauchés. Et c'est dans ces espaces fauchés qu'on a vu apparaître des tas d'espèces nouvelles. Puis on voit des meules, ça c'est pas très joli, mais enfin on va trouver un autre système de protection de l'herbe fauchée qui est destiné aux animaux. Et les animaux habitent là. C'est des moutons, il a invité des moutons. Il y a des moutons à Gerland. Des moutons au cœur de Lyon. Ils sont très contents. Alors, ça donne donc des scènes très variées qui exploitent une richesse naturelle, hein, dans toute la partie centrale en tout cas, parce que sur les parties latérales, c'est un plan de plantation qui a été exécuté, donc il y a une mise en place à partir d'une liste déterminée. Et cela dit, elle est altérée aussi bien, hein, justement par les plantes qui arrivent d'elles-mêmes. Il y a des tracés qui sont variables en fonction de ce qui s'y passe. Vous voyez, par exemple, sur une partie comme celle-ci, la finesse le travail sur les limites, encore une fois, de la tonte a beaucoup d'importance. Il y a des chemins fixes aussi, bien sûr. Mais parfois, et dans la partie la plus centrale, et dans la saison la plus ingrate, celle où les plantes d'été se mettent en dormance. Mais quand l'herbe jaunit, c'est parce qu'elle arrête de se fatiguer, d'évaporer, parce qu'il fait trop chaud. Mais le bourgeon, au niveau de l'herbe, là, c'est tout ce qui est un peu jaune, etc., continue à être vivant, bien entendu. La première pluie, tout va reverdir. Donc il faut laisser dormir les plantes. C'est très bien d'avoir des pelouses jaunes en été. Mais il y a un érodium qui est poussé. Et finalement, en faisant cette visite, tout le monde, puisqu'on faisait du repérage botanique, guidé par Michel Salmeron, a tourné autour de l'érodium en disant voilà, elle vit bien dans la sécheresse. Donc on voit les différences d'influence par les fauches, hein, la couleur change en fonction de la fréquence. Et puis on fait donc les foins, ici que je vous le disais, et voilà les animaux à qui on donne à manger ces foins. Ce sont des moutons de Soé. C'est des moutons qui ont pris l'habitude de vivre tout seuls sur une île et qu'on a redécouvert à un certain moment. On dit qu'ils sont très autonomes et ils sont très gentils. Alors on les met en assistance du jardinier. Il estime qu'il en faut 3. Il y en a un peu plus toujours. Et de temps en temps, il en redonne à
à des services d'espace vert aussi bien, ou des jardins qui demandent une assistance aussi généreuse que celle-ci, c'est très commode. Sinon, eh bien, on a cette épaisseur dans laquelle il y a plusieurs jardins qui sont en chaîne les uns aux autres. Celui-ci s'appelle le jardin de la communication parce qu'il y a énormément d'espèces qui attirent les insectes et qu'on estime qu'il y a là une communication d'espèce à espèce par les insectes. Et j'ai montré déjà ces images-là. Celle-ci est intéressante parce qu'on voit comment Michel Salmeron, au sein d'un système qui était organisé, avec des bulbes tels que les érémurus, voyez ces géophytes, sont originaires des steppes d'Asie. Et ici, on voit arriver notre Molène, qui est une vagabonde. Il les a laissés venir. Dans un jardin traditionnellement géré, on les aurait arrachés, évidemment. Et donc lui, il a extrêmement bien intégré toutes ces choses-là. Il fait plus de travail que seulement préserver la diversité. Ça demande quand même un jardinage particulier. Par exemple, ici, il est intervenu, ne serait-ce que sur les points fixes, ceux qu'on veut voir apparaître dans l'espace, comme toujours au même endroit, ne serait-ce que pour, là aussi, rassurer, ou avoir simplement le repère qui permet de comprendre le mouvement, ce qui est aussi très intéressant. Les deux vont ensemble. On ne pourrait pas avoir... Si on a seulement le mouvement, il est très difficile de le percevoir, parce qu'on est dedans, et on ne voit pas par rapport à quoi il se distingue. Si on a à la fois un mouvement et un point fixe, évidemment que ça, en fonction du déplacement physique sur le terrain, on voit très bien ce qui peut se passer. Michel Salmeron, grâce au BRF, le broyeur améal fragmenté, il est un broyeur, grâce au mulch traditionnel, qui est fait des feuilles mortes ou de toutes sortes de débris, mais qui ne sont pas forcément du broyat. Le broyat, c'est quelque chose du bois vert que l'on broie à une dimension particulière et qui a des tas de qualités, notamment en apportant de la nourriture, mais aussi de l'eau, parce que ça évite l'évaporation et ça apporte de l'eau. Enfin bref, c'est un système dans lequel se développent des mycéliums, etc., qui est remarquable. Grâce à tout ça, mais grâce aux moutons, grâce à son compost, il n'exporte plus rien. Voilà, 5 hectares de jardin en pleine ville. Quand il s'agit de couper des branches, des arbres, des choses comme ça, et qu'on les exporte avec un camion pour les jeter dans une décharge parce qu'on ne sait pas quoi en faire, alors que c'est de la nourriture, c'est de l'énergie, c'est quelque chose que l'on ne doit pas jeter. Pourquoi on ferait ça? C'est recyclé, et tout est recyclé sur place. Donc je disais la dernière fois, oui, le recyclage est plus facile pour un jardinier que peut-être pour d'autres dans la vie. Parce qu'on travaille, si on travaille avec des matériaux vivants, bien sûr, hein, en préférence. On travaille justement avec des choses qui se décomposent et se recyclent. Mais c'est un exemple sur lequel on pourrait peut-être réfléchir sérieusement. Donc voilà ce campus. Il est difficile à voir parce qu'il n'a pas de visibilité sur la rue, mais on peut rentrer, c'est quand même public. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, il suffit de traverser le bâtiment au sous-sol, et au rez-de-chaussée, et vous arrivez dans le jardin. Voilà. Donc on y fait toutes sortes d'activités. Je vous dis, c'est pas du foot, mais enfin bon, c'est des ballons, quoi. Le deuxième exemple, très important parce qu'il est toujours en cours, lui, on ne sait pas très bien dans quelle direction ça va aller maintenant, se passe dans un lycée, c'est-à-dire un centre d'enseignement. C'est le lycée Jules Rieffel, qui est à Saint-Herblain, près de Nantes. Et à cet endroit-là, il y a maintenant 8 ans, 3 enseignants de formation, BTS, responsables des jardins, de paysages, etc., ont dit maintenant ça suffit de parler uniquement de la gestion conventionnelle et de ce qu'on nous apprend et de ce qu'on nous demande d'apprendre aux étudiants, qui consiste à savoir par cœur la liste des produits qui tuent. On va faire autrement. Et on va peut-être faire un jardin en mouvement. Alors, ils ont fait appel à moi. Et je dis, mais comment? Ils avaient 6 hectares de friches. Ça, c'est un avantage énorme. 6 hectares qui n'étaient pas cultivés, abandonnés par le lycée agricole qui en possède 30, mais les 6 étaient mal placés, un peu humides, difficiles, idéal. Donc, on a commencé à faire un relevé botanique et un relevé entomologique. Là, il y a Claude Figureau, qui est un botaniste qui est maintenant relayé par Philippe Ferrard. Les étudiants ont fait le plan des parcelles et ont commencé à nommer ces parcelles.
Et ensuite, on fait eux-mêmes leur repérage botanique. Et par exemple, il va y avoir un chemin qui va aller visiter une petite orchidée, enfin des choses aussi simples, mais ça devient un jeu. C'est-à-dire qu'ils se sont pris au jeu, à tel point qu'ils attendaient le jour du MIL. Le MIL, c'est le module d'initiative locale, ça s'appelle comme ça, qui leur permet de faire quelque chose qui est un petit peu décalé de l'enseignement, mais qui leur donne beaucoup de liberté. Et ça, c'était tellement important pour eux. Pourquoi ? Parce que ça les invite à réfléchir. Le jardin en mouvement, puisque vous devez faire le dessin vous-même. Vous n'appliquez pas quelque chose qui vous est donné en amont par un soi-disant concepteur. Vous êtes le jardinier qui dessine, donc vous êtes le concepteur. Alors les voilà tous en train de faire de la conception sans le savoir, faire du repérage, voilà. Puis au bout d'un moment, ils commencent à construire avec ce qu'ils ont. Hein. C'est sûr que ça dure. Il va changer ce pont un jour, cette passerelle, ce belvédère. C'est pas grave. Il n'y a pas d'argent. Alors ça aussi, c'est un avantage, parce que ils sont obligés de faire avec et de réfléchir à comment on fait avec. Il n'y a pas du tout de moyens. Par exemple, ce petit pont qui a disparu maintenant, il avait une géométrie particulière, un vide entre les deux marches. Enfin, c'était une conception intéressante qui est arrivée ce jour-là. Ou un passage dans un marécage à partir d'un arbre qui était couché et qui existe toujours parce qu'il est très très résistant à la décomposition, et ainsi de suite. Ils ont fait revenir les tritons qui occupaient ce petit ruisseau et les eunanthes qui sont les plantes qui poussent à côté. Et quand ils l'ont pris, il y avait de l'huile de vidange d'un garage d'à côté. Et j'ai trouvé le garagiste en disant écoutez, ça ne va pas, ça s'est arrêté et les tritons sont revenus. Bon. Etc. Donc il y a un relevé de diversité qui est très régulier et qui est bien fait maintenant. Peut-être pas complètement sur le plan entomologique, c'est plus compliqué, mais très bien fait d'un point de vue botanique. Et ça donne lieu à des dessins dont je montrais quelques images la dernière fois au sujet de ce que l'on fait à l'intérieur en changeant l'image à l'intérieur d'un espace qui est toujours le même. Ça, c'est le pré de lumière. Le pré de lumière change tous les ans. On peut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'y passe. Quelquefois, on ne peut même pas y aller tellement c'est humide. Et à ce moment-là, ça prend un autre... Ça devient autre chose. Par exemple, là, cette année-là, ils avaient décidé que personne n'irait, mais ils avaient installé quelque chose. Ils avaient travaillé avec du bois mort. Il y a aussi cet aspect-là dans ce jardin, c'est-à-dire toute une série d'installations qui sont éphémères, d'ailleurs, hein, mais qui donnent aussi quelque chose dans le paysage, de la profondeur ou de l'événement. Dans des endroits comme ça mixtes, où il y a des arbres et une forte strate herbacée, ils arrivent à faire une sorte de labyrinthe. Et puis, ils mulchent, ils utilisent les broyats, ils créent des chemins, y compris dans des endroits improbables comme les ronciers. Ça, j'aurais pas osé. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit on va enlever la ronce et la remplacer par un rosier. Vous voyez. Mais ils observent d'ailleurs l'effondrement du roncier. Parce qu'au bout d'un moment, cette friche armée qui a protégé le ligneux, l'arbre qui va dominer, va, avec son ombre, cet arbre, écraser cette armature-là qui l'a protégé et les ronces vont disparaître. Ils observent ça aussi. Et puis, ils font des fenêtres, des ouvertures, soit d'un point de vue purement de la perception du paysage, soit pour d'autres raisons qui sont vraiment fonctionnelles. Ça, c'est plutôt une affaire de perception. Excusez-moi, voilà. Faut tourner dans ce sens-là. Hein. Là, on rentre dans un petit bosquet, qui est une des parties les plus sèches de tous ces 6 hectares. Ils appellent ça le bois des chênes, et à cet endroit-là, la forêt miniature, ils ont commencé à émonder, donc à travailler sur la transparence et la lumière avec simplement ces petits fûts, sachant qu'ils vont grossir. Tout ça va se tendre. Mais d'une promotion à l'autre, de toute façon, ils inventent des travaux nouveaux. Et puis, ils arrivent comme ça à d'autres petits chênes un peu plus petits, sur lesquels ils ont pris d'autres décisions, qui consistent à travers ces chemins mulchés, avec toujours le même broyat, qui consistent à tailler à des niveaux différents, soit à la hauteur des épaules, soit un peu plus bas. Et là, on a un labyrinthe à proprement parler. Donc voilà le matériel qui était à disposition. Vous voyez, ces chênes, c'était vraiment gratuit, intéressant, et eux se sont beaucoup amusés avec ça. Alors aujourd'hui, c'est visité, c'est-à-dire qu'il y a des journées portes ouvertes, il y a des visites officielles, enfin c'est devenu quelque chose d'important. Par exemple, sur la parcelle du Chaos, qui est une parcelle colonisée par une exogène qui faisait débat, parce que c'était une plante qui venait d'ailleurs,
Qu'est-ce qu'on en fait? Et là-dessus, il y a des professeurs qui disaient il faut l'éradiquer parce qu'elle vient d'ailleurs, vous voyez. Bon. Et puis l'autre disait non, elle est restée parce que les étudiants ont dit non. Mais il y a cette plante-là qui est un Ulex europaeus, l'ajon, une plante mal vue, épineuse. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, etc. D'habitude, on met le feu, on fait des choses terribles avec l'ajon. Alors eux, ils ont dit non, et on va faire ça. Donc ils ont fait une taille en nuage. Là, ils n'ont pas beaucoup l'air de travailler, mais d'habitude, ils travaillent beaucoup. Et sur toutes les strates, c'est-à-dire aussi bien celle-ci, l'ajon Ulex europaeus, aussi bien la petite strate herbacée, celle qui laisse comme ça pousser un certain temps, mais également tout ça. On ne le voit pas, mais ils sont intervenus là-dessus partout. Donc ils ont très bien compris le jeu, et chaque fois, évidemment, il y a une espèce de passation du projet d'une promotion à l'autre, et c'est très amusant de voir comment chaque fois ils interprètent la nouveauté. Bon, parce que c'est agrandi, ce sujet-là, de la taupière, cette taille en nuage, ça devient l'objet de plusieurs exercices, et notamment, plus récemment, lors d'une sorte d'exploitation du Lex europaeus en arbre à plateau, à la façon des arbres japonais parfois. Bon. Ils ont toute liberté, hein, à partir du moment où ils préservent la diversité. Au fond, c'est la règle du jeu, et où ils font un travail qui est un travail de conception, et ils créent. Ils font quelque chose qui n'existait pas avant. Ils sont donc à la fois dans le projet et dans l'écologie. Alors, je termine par une expérience qui est en cours depuis maintenant 11 ans, qui est une petite expérience sur un petit champ, mais qui illustre juste les aspects de la diversité. C'est un champ qui fait à peu près 7000 mètres carrés. Une partie est au départ laissée en parcelle témoin. Une partie est semée ici, une autre est semée un peu plus tard. En fait, il y a 2 semis en 2 temps. Et j'ai fait la liste de ces plantes semées et la liste de ces plantes, des plantes qui ont disparu et de celles qui sont apparues au fil des temps. Au bout de 11 ans, une forme de stabilité, mais c'est illusoire, une stabilité dans une strate herbacée diverse, mais une forme de diversité s'installe si le climat se stabilise aussi. Cette année, par exemple, je ne sais pas où j'en suis, parce qu'il y a eu un été en avril et mai, puis une chose bizarre, un peu fraîche et humide par la suite, et enfin un printemps au mois de fin août, début septembre. Donc c'est un peu différent. Et les plantes interprètent cette chose-là. Ce qui fait qu'il est hors de question d'introduire une fauche, car c'est une strate herbacée que je fauche pour justement préserver la lumière et la richesse des herbacées, je fauche trop tôt, parce que les saisons se décalant, tout se décale. Enfin, vous voyez. Donc, l'idée d'un plan de gestion est une mauvaise idée. On me dit qu'il faut établir un plan de gestion pour le jardin. Pourquoi ? Pour ça, alors je pose des questions. Parce que comme ça, on saura à quel moment il faut faire... Mais non, on ne le sait pas. Justement, non. On ne sait pas à quel moment on va faire ça. Tous les matins, on se pose la question de savoir ce qu'on va faire le jour, aujourd'hui, mais pas plus. Un plan de gestion, c'est une manière de s'en remettre aux technocrates en se disant, ma foi, c'est eux qui savent, ils vous ont écrit le plan de gestion, et donc on va avoir arrivé un technicien de surface qui va appliquer le plan de gestion, mais ce ne sera pas un jardinier. Là, on parle de jardin. Donc ça ne peut pas marcher avec le plan de gestion. Alors, l'évolution de ce champ, avec à un moment donné, à cause de l'intérêt qu'il y a eu, l'arrivée d'un Dianthus cartusianorum, qui n'avait rien à faire là parce que c'est un sol acide et que ça pousse d'habitude en sol calcaire, que l'oiseau l'a apporté, enfin bref, un petit chien, des choses comme ça. Mais sinon, ce n'est pas à proprement parler un jardin en mouvement comme on les a vus précédemment, c'est une prairie. C'est juste une prairie. Au départ, elle s'est présentée sous cette forme-là, une forme, une prairie semée avec 35 espèces environ, et à peu près aucune des espèces semées n'a levé. Sauf peut-être une ou deux annuelles qui avaient bien voulu, la facélie, enfin, je ne sais plus. Bon.
Mais dès la deuxième année, sont arrivées ces espèces. Elles n'avaient pas disparu, elles avaient attendu. Ça, c'est très intéressant. Puis, la campanule rotondifolia, par exemple, elle a mis 5 ans pour venir. Elle a fleuri, au début, les feuilles sont trop petites, alors on se dit non, 5 ans pour arriver, etc. Donc, il y a quelque chose qui est à faire avec le temps. Vous voyez qu'on n'a pas du tout le même genre de résultats qu'avec les plantes qu'on achète en pot, qui sont fleuries, qu'on met là, etc. C'est évidemment un autre monde. Donc, la deuxième année, tout subitement, arrive quelque chose qui est extrêmement riche, avec des plantes qui ont maintenant à peu près complètement disparu. Les résédas ont totalement disparu, les phacélies aussi, mais évidemment pas les leucanthèmes, pas les lichnis, pas les digitales, qui sont plutôt bien dans ce milieu-là, avec une stabilisation d'espèces pérennes comme les véroniques, etc. Bon, et là, ce que vous voyez, c'est une photo prise environ 5-6 ans après le début du SMI, et il a fallu 7 années pour que les graines de ces espèces-là aillent dans la parcelle témoin. La parcelle témoin, c'était le dactyle aggloméré, qui est une plante fourragère. C'était la plante de mon prédécesseur, celui qui l'a cultivée pour ses vaches dans ce champ-là. Et c'est une grande graminée qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui est très robuste, mais il n'y avait rien dedans. Vous voyez, il n'y a rien. Aujourd'hui, c'est très diversifié partout. Donc il faut un certain temps pour qu'un sol pauvre, dont on ne s'occupe pas, s'enrichisse. Il était appauvri par une maintenance qu'on peut comprendre, qui est celle de l'exploitation d'une monoculture. Donc ça a pris des figures comme ça, variables. Et à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin, c'était l'époque où il y avait des saponaires qui se sont beaucoup développés. Donc la partie ici est fauchée, je vous dis, 1 fois par an en principe. Et la partie témoin, c'est boisé. Et j'ai éprouvé d'avoir un observatoire, mais il était très inconfortable, parce que le comptage qu'on peut faire à partir d'un point légèrement surélevé, pour les insectes en particulier, il est important de faire un petit relevé. Donc j'ai fait des relevés comme ça régulièrement pendant plusieurs années. Et à la fin, voilà les vivaces qui se sont vraiment beaucoup installées, les Veronica spicata, avec le bioindicateur important qui est cet Hespéris, ce papillon. Et voilà, là, ça c'est la dernière image, l'observatoire que finalement j'ai fini par installer, et que j'appelle le radeau des champs, parce qu'on est un peu comme sur un radeau, on est au milieu de quelque chose on flotte un peu. On ne bouge pas beaucoup, mais on flotte un peu, et ce qui bouge, c'est tout ce qui se passe autour. Les insectes sont intéressants à observer à partir de jumelles qui sont à focale courte, et il y a donc 2 paires de jumelles, si on veut, courtes, longues, enfin bon. Mais je me suis rendu compte, en observant les insectes avec ces jumelles, que si on observait on voyait les plantes de façon différente. Et c'est un conseil que je peux donner à ceux qui veulent s'étonner. Regarder une plante, une fleur dont on a l'habitude, qu'on connaît bien, avec une paire de jumelles, ça donne quelque chose de très très particulier. On a des plants qui se confondent, mais d'autres qui se détachent, et on voit des choses qu'on ne voyait jamais, tout simplement. Voilà, donc ça c'est un observatoire de la diversité dans le champ à partir du radeau des champs, pour comprendre ce que c'est qu'une diversité que l'on mettrait au service d'un jardinage dans la perspective du jardin en mouvement. Aujourd'hui, ces jardins-là existent un peu partout, ces modes de gestion qu'on appelle les gestions différenciées. Sauf qu'on ne les appelle pas forcément des jardins en mouvement, et ça dépend et ça n'a aucune importance. Si moi j'avais choisi ce terme, c'est simplement parce qu'en priorité, il y a un déplacement physique des espèces sur le terrain qui induit un paysage différent à chaque fois et qui met en questionnement le jardinier chaque matin. La prochaine fois, on abordera à travers cette image, fait un petit lien à travers la notion de diversité, on commencera par ça, l'esprit du jardin planétaire, car tout est commandé par une lecture sur la diversité. Je vous remercie.